Messieurs Villandry Souchet livrent chaque jour la presse, Monsieur Bourgoin tient tabac, Black, etc. Depardieu, Bollard, Masson sont de charmants compagnons. Une maison à votre goût est signée Arnoux, est signée Arnoux. Boucherons, Souchet, menuisiers font des travaux appréciés, messieurs Thiraud et Salmon, Boncharon, Chaumeau et Puigat étant son charpentier épatant, et pour le travail parfait, c'est monsieur Souchet, c'est monsieur Souchet. Et oui, dans ce temps-là, à la charpente, les apprentis et les ouvriers étaient nourris et même logés si cela était nécessaire. L'entreprise accueillait aussi des compagnons passants, compagnons du Tour de France. Il y avait en moyenne 7 à 8 personnes en permanence au travail. En plus, une femme de journée qui savait faire une purée qui n'avait pas son pareil à 1000 lieues à la ronde. Les ouvriers qualifiés étaient secondés par des manœuvres. Le cheval et l'âne tenaient une place importante au chantier. Après la guerre, l'entreprise fit l'acquisition d'un Dodge 4x4 fonctionnant au gazogène et muni d'un treuil. Cela facilita le travail. Les livraisons de charbon étaient assurées par le bourricot de la maison. À la scierie Chaumeau, le banc de scie, la circulaire, la futeuse fonctionnaient grâce à une machine à vapeur en poste fixe à foyer bois installé en profondeur dans le sol. Ces machines étaient activées par des courroies de transmission en souterrain. Une très haute cheminée s'élevait au-dessus des bâtiments. Les jours de sciage, à midi, les ouvriers ne manquaient pas de tirer sur la chaîne pour faire sortir un gros jet de vapeur. Le coup de sifflet avertissait tout le quartier, ce qui faisait la joie des enfants à l'école voisine. Ah, tiens, Ginette, tu pourrais pas un petit peu nous parler de ton grand-père? Ah, avec plaisir. Il a occupé une grande place dans ma vie. Notre grand-père, il était né en 1078, issu d'une famille de 5 enfants, dont la mère était morte jeune, il n'avait pas été à l'école. Parfait autodidacte, il s'était entraîné tout seul à lire dans le journal. Il avait appris le métier de charron avec un vieux charron de l'époque, et il savait fort bien cuber son bois et fabriquer des roues de brouette et de tombereaux, ce qui ne devait pas être facile. Avec notre grand-mère, ils ont eu 5 enfants en 8 ans. Eh ben, dis donc. Et bien que père de famille nombreuse, il a été mobilisé en 14-18, 2 ans au front et 2 ans à l'arrière. Oh là là. Oui. Dans la famille, la discipline était de rigueur. Il a été sévère, voire dur avec ses enfants, surtout avec Totol. Quand nous étions à table, il était servi le premier. Il entamait le pain après avoir tracé le signe de croix au dos de la miche pour rappeler le caractère sacré de l'aliment. C'est lui qui adressait la parole le premier. La casquette qu'il portait quotidiennement, mais qu'il enlevait pendant les repas, n'était jamais très loin. Et si nous avions besoin d'être repris, pas de gifle, ni de fessée, un coup de casquette. Et il faisait très mal à l'amour-propre. Aïe, aïe, aïe. Comme tu dis. La vie professionnelle et familiale était réglée très précisément, rythmée par les saisons et les cloches. On déjeunait à l'Angélus du midi, on dînait à celui du soir. L'été, comme les journées étaient plus longues et plus occupées, entre autres par l'entretien des jardins, le grand-père faisait une mésienne, sieste, d'une demi-heure, entre le 24 juin et le 15 août. Pas un jour de plus. Ah, c'est précis. Ah, très précis. L'hiver, nous étions groupés autour du feu, L'hiver, nous étions groupés autour du feu de cheminée pour la veillée, et il nous égrenait ses souvenirs, difficiles, d'enfance et de jeunesse, des histoires de birettes et fantômes. Et c'était bon d'avoir peur tout en étant protégé.
Les plus jeunes d'entre nous se souviennent qu'étant chez les grands-parents, elles repoussaient l'heure du sommeil pour bavarder. C'est alors que le grand-père faisait son apparition à la porte, bonnet de coton à pompons sur la tête et bannière, longue chemise de nuit, au vent, pour remettre de l'ordre d'un tonitruant. « M'attends pas que vous n'allez pas nous fouetter la paille !» Dis donc, ça te donnait, hein? C'était là. Oui, ça c'est sûr. Demande à Josiane et à Mimi, tiens. Il était charron, comme je l'ai dit plus haut, et comme tous les artisans de l'époque se faisaient payer une fois par an. Les commandes étaient scellées devant une fillette ou une chopine de vin gris, chez Clotilde Darro ou chez Rabillon. Il fallait faire travailler tous les commerçants. Le bois était acheté plusieurs années avant de le travailler pour qu'il puisse sécher. C'était une grosse avance de fonds. À la fin de l'année, la grand-mère établissait un mémoire pour chaque client. Mais en parlant de mon grand-père, je suis très consciente du fait que je parle du vôtre, des vôtres, car ils étaient nombreux à cette époque, les pères de famille, souvent nombreuses, qui travaillaient dur pour élever leurs enfants. La nourriture était simple, voire frugale, et provenait essentiellement des produits du jardin, du poulailler ou du clapier. On mangeait de la viande une fois ou deux par semaine, et encore. Ah, ouais. Il n'y avait ni allocation familiale généralisée, ni sécurité sociale, ni vacances. On vivait avec le soleil, en accord avec la nature. Les sorties n'étaient que familiales pour les mariages et les enterrements, car la famille au sens large du terme était importante et souvent située dans un rayon de 30 à 50 kilomètres. Je crois pouvoir dire que mes grands-parents, s'ils n'étaient pas riches, et malgré une vie rude, étaient heureux, d'un bonheur simple, familial, sans superflu. Notre grand-père est mort à la veille de ses 80 ans, en fin de journée, en lisant son journal, après une vie bien accomplie. Le métier de briquetier. Tout d'abord, il faut extraire la glaise, la terre grasse. Cela se faisait en hiver et consistait à découvrir la veine de glaise. Il fallait pour cela enlever le tout venant qui la recouvrait. On utilisait alors la pelle, la pioche et l'abaramine lorsque la glaise était durcie par le gel. Il résultait de cette opération d'une part des tas de terre glaise et d'autre part des trous remplis par l'eau de ruissellement qui devenait le refuge des grenouilles, rejointe ensuite par des alevins issus de la pêche des étangs de la région, tout ça pour le bonheur des pêcheurs en herbe les jours où il n'y avait pas classe. En même temps que l'on retirait la glaise, on faisait le bois nécessaire à la cuisson des briques. Puis on pouvait passer à la fabrication des briques. Il fallait acheminer la glaise dans des wagonnets tirés par un cheval sur des rails, de la carrière à la briqueterie. Puis on préparait la glaise en la malaxant dans un désagrégateur qui était constitué de 2 rouleaux tournant en sens inverse et hérissés d'aspérités permettant d'assouplir la terre. Cette opération préparait environ 6 mètres cubes de glaise propre à la fabrication. La fabrication proprement dite consistait à introduire la glaise dans la mouleuse. Cette mouleuse était en fait de 2 vis sans fin, tournant en sens inverse et propulsant la matière dans une filière adaptée au type de briques à fabriquer. Les briques étaient coupées une à une sur un berceau mobile équipé d'un fil à couper le beurre. On mettait ensuite les briques à sécher dans les loges. Elles étaient empilées soigneusement en offrant un maximum de surface à sécher. Lors de cette opération, une partie de la production était pressée une à une. Elle était destinée au parement et décoration. La production était répartie en briques creuses, briques brutes, briques pressées. La cuisson s'effectuait en été. Les briques séchées étaient empilées méthodiquement dans le four. La partie basse du four était remplie de briques brutes
disposées de façon à reconstituer des arches, genre de pont, où se propageait le feu. La partie plancher, toujours en briques brutes, constituant une grille destinée à supporter les restes des briques à cuire. La partie haute recevait tous les autres modèles de briques, pleines, creuses ou de différentes dimensions. La porte du four était luttée avec de la terre réfractaire. C'était ensuite la mise en feu qui durait 2 jours et demi. Les arches étaient remplies de bourrées que l'on allumait et ensuite le feu était alimenté toutes les 2 ou 3 heures sans interruption, jour et nuit. Cela dégageait quelques instants de convivialité, au cours desquels on grillait des châtaignes enfilées sur un fil de fer à la porte du four, on buvait du cidre en jouant aux boules, et tout ça à la lueur des flammes. Après refroidissement, les briques étaient mises en tas autour du four en attendant le client. Certaines étaient triées car marquées d'un trait de cuisson caractéristique de la façon de les empiler dans le four, d'autres avaient le bout noir. Celles-ci étaient utilisées pour faire des dessins lors des constructions. La production était en majeure partie destinée aux marchands de matériaux de Romorantin ou de Vierzon.